Mathilde Panot, notre invitée ce midi sur BFM TV. Madame Panot, il y avait un rassemblement hier, place de la République, à l'appel du comité Adama Traoré. Cette marche a lieu tous les 7 ans, depuis 7 ans. La préfecture du Val d'Oise, la préfecture de Paris ont interdit ce rassemblement. Pourtant, il s'est tenu et vous y avez participé. Pourquoi avez-vous choisi d'y aller alors qu'il était interdit ? Alors d'abord parce que nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'une marche qui a lieu, comme vous le rappelez, tous les ans depuis 7 ans pour demander vérité et justice pour Adama Traoré, qui, je le rappelle, est mort il y a 7 ans, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans, à la rencontre de gendarmes, et sur lequel à la fois la défenseure des droits encore récemment a appelé à ce qu'il y ait des sanctions et une enquête qui puisse se tenir avec un procès, et une expertise indépendante qui a été faite par des Belges qui disent que c'est bien à la rencontre des gendarmes que Adama Traoré est mort. Donc, des gendarmes qui le fuyaient. Et des gendarmes qui ne sont pas mis en examen. Pour l'instant, qui ne sont pas mis en examen depuis 7 ans. Donc depuis 7 ans, il y a une marche à la fois pour rendre hommage à Adama Traoré et puis pour demander justice et vérité. Depuis 7 ans, ces manifestations se passent dans le calme, notamment parce que le comité Adama organise des structures extrêmement bien et que, à juste titre peut-être, beaucoup des journalistes, des acteurs politiques ont demandé ces derniers jours pourquoi, suite à la mort de Naël, il y avait eu des explosions de violence en disant il y a quand même d'autres formes d'exprimer sa colère. Eh bien, les autres formes pour exprimer sa colère, notamment lorsque une marche veut s'organiser de manière pacifique, de manière organisée, de manière constructive, comme ça se passe dans toutes les démocraties du monde, pour pouvoir exprimer sa colère, eh bien cette manifestation est interdite. Et ce n'est pas normal qu'elle soit interdite. C'était justement en vertu du contexte, c'est ce que précise la préfecture, d'abord du Val d'Oise, puis la préfecture de police. Mais justement, c'est du fait du contexte qu'il faut justement autoriser le fait de pouvoir défiler pacifiquement dans les rues. Il y a une volonté d'organiser cette manifestation, interdite par la préfecture. Il y a des recours qui sont déposés devant le tribunal administratif, ils sont écartés. Est-ce que c'est la place d'élus de la République de se rendre dans des manifestations qui sont interdites? Vous l'aviez fait à Sainte-Soline, vous l'avez fait dans les rassemblements contre le Lyon-Turin. Et là, vous le refaites une nouvelle fois. Quand on est élu de la République, quand on fait la loi, quand on représente d'une certaine façon la République, on n'a pas sa place dans des manifestations qui sont interdites. Alors déjà, Monsieur Duhamel, commençons par le début. Commençons par rappeler, puisque c'est assez peu rappelé, donc je veux le refaire ici, même si un avocat l'a redit sur votre antenne hier, que participer à une manifestation interdite n'est pas illégal. Je le redis, participer à une manifestation interdite n'est pas illégal. Donc je le pose parce que c'est quand même important dans le débat. Première des choses. Deuxième chose, nous disons que l'interdiction de la marche Adama est une provocation, justement dans le contexte où les gens ont besoin de marcher pacifiquement pour exprimer à la fois leur colère et des revendications. Parce que, je le dis ici, si ce que dit le comité Adama depuis des années avait été écouté, si ce que nous disons, nous, sur le problème des morts pour refus d'obtempérer avait été écouté, peut-être Naël serait-il encore en vie. Donc c'est une question qui est importante, qui est une question démocratique. A-t-on le droit de parler de la police dans une démocratie? Alors justement, je crois que Madame oui. Panot. Et donc, la provocation dont je parlais à l'instant, c'est que justement, c'est quand les manifestations sont interdites qu'elles se passent mal. Justement, vous parlez de la police, de votre présence dans ce cortège. Il y a une question liée à ça. Oui, parmi les slogans que l'on pouvait entendre hier, il y avait celui-ci « Tout le monde déteste la police » et on voyait ces images d'élus de la France Insoumise, ceints de leur écharpe tricolore, qui restaient mutiques alors même que les manifestants scandaient ce type de slogan. Vous détestez la police, Mathilde Panot, comme le disaient ces manifestants? Vous nous avez entendu chanter ce slogan, Monsieur Duhamel? Non, mais vous ne quittez pas non plus la manifestation. Quand on est dans un rassemblement et qu'il y a ce type de slogan, si on n'est pas d'accord, on s'en va. Monsieur Duhamel, je pense que vous n'avez pas été en manifestation depuis longtemps. Je vais vous apprendre quelque chose. Oui. Au 1er mai, il y a des gens qui ont crié « Tout le monde déteste la police ». Dans les manifestations contre la loi sécurité globale, contre la réforme des retraites, des gens ont crié « Tout le monde déteste la police », qui est une forme d'exaspération que nous ne partageons pas. Je ne dirais pas... Donc ce slogan, il vous choque? Non, il ne me choque pas. Je ne le dirai pas. C'est tout à fait différent. Il faut quand même comprendre dans quel moment on est. Mais vous restez dans une manifestation où on Comme je reste. Vous pensez que j'aurais dû partir du 1er mai? Mais attendez, c'est vous qui êtes responsable politique. Attendez, moi, je vous pose la question. Vous pensez que j'aurais dû partir du 1er mai? On accepte quand on est dans une manifestation, s'il y a des slogans qui choquent, on s'en va ou à minima on le dit. Vous savez, je ne suis pas chef choriste de la manifestation. Je ne suis pas chef choriste. Ce n'est pas moi qui chante les choses. Je vais vous dire,
Tout le monde déteste la police, c'est un slogan qu'on retrouve dans de multiples manifestations. Et ce qui devrait nous alerter, c'est pourquoi est-ce que les gens disent ça. Alors attendez, c'est Madame notamment Panot, parce qu'il Madame y Panot, a une pardonnez-moi de vous interrompre, déconstruction mais- du lien entre la police et la population qui est dramatique alors, dans ce pays. Ce matin, sondage Opinionway dit absolument l'inverse. Dans le Parisien, les Français demandent de l'autorité et ils ont confiance dans la police, dans des proportions qui sont assez importantes, voire même très importantes. 73% des sondés ont confiance dans la police. Ça va à l'inverse complet de ce que vous nous dites à l'instant. Et cette semaine, vous avez aussi un sondage qui dit que est-ce que vous avez confiance? Alors, vous avez aussi un sondage cette semaine qui dit, puisqu'on va, on va sur les sondages, donc allons jusqu'au bout, qui dit que 7 Français sur 10 pensent qu'il y a du racisme dans la police, sur lequel notamment l'Organisation des Nations Unies est en train d'alerter la France. Et la seule réponse du gouvernement sur cette question, c'est de nier qu'il y ait un problème de racisme dans la police. C'est pas l'ONU, hein, c'est un comité chargé de lutter contre les droits de l'homme qui est à Genève. Vous pouvez dire que la LDH, ça ne vaut rien, l'Amnesty, ça ne vaut rien, l'ONU. Vous savez, monsieur Duhamel, attendez, je dis juste ça en passant, mais vous savez que monsieur Clément Voulet, le rapporteur spécial aux libertés de l'ONU, est venu dans notre pays il y a peu, et que la seule responsable politique qui l'ait reçu, c'est moi. D'accord? Comme présidente de groupe parlementaire. Pas une seule fois le gouvernement, pas aucun groupe de la majorité. Je reviens à la question, s'il vous plaît. Non, mais je le dis parce qu'on peut en avoir rien à faire de tout. Mais à un moment, quand les institutions internationales disent des choses, c'est quand même important. Sur le lien de confiance. Je reviens sur le lien de confiance. La question de la complexité du lien des Français avec leur police, finalement, elle semble assez simple. Pauline se trouvait en reportage à Marseille il y a quelques jours, dans les quartiers nord. Je fais votre porte-parole, mais Pauline a entendu les gens dire « Nous, on veut plus de police dans nos quartiers pour nous accompagner ». Ce sondage dit « Les Français ont confiance en leur police », 73%. Écoutez, avant 2003, il y avait une police de proximité. Nous ne sommes pas anti-flics, comme nous avons été repeints souvent. Et je vais vous dire, le problème du débat qui est posé depuis des années, c'est que justement, on nous repeint en anti-flics. Quand vous laissez, nous avons déposé dire des slogans, tout le monde déteste la police, vous comprenez que certains se disent que vous avez quelque chose contre la police. Mais qu'est-ce que vous voulez que dans je l'absolu. fasse ? Que vous partiez. Non, je ne partirai pas d'une revendication. Écoutez, je vais vous dire, qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Alors, est anti-flic, la CGT est anti-flic, FSU qui était aussi là, est anti-flic, Solidaire, UNEF est anti-flic, Attaque, la LDH, Amnesty International, c'est ridicule. Ça peut pas être ça que vous retenez d'une manifestation, c'est ridicule. Pour clarifier les choses. Donc, attendez, je vais répondre à votre question. Alors, ma question, c'était, est-ce que vous avez confiance dans la police ? Eh bien, je vais vous dire, nous demandons qu'on refonde la police de la cave au grenier. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? D'abord, je le dis, nous ne sommes pas anti-flics, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Nous ne sommes pas anti-flics, nous sommes les premiers à avoir demandé une commission d'enquête sur le nombre de suicides dans la police qui sont particulièrement élevés par rapport au reste des professions du pays. Première chose. Deuxième chose, nous aussi, dans notre programme, il y a des plans de recrutement avec justement un allongement de la formation des policiers parce que c'est un des gros problèmes. Et notamment, vous voyez que le temps de formation de 6 mois en France est très court par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Donc nous demandons 2 ans. Nous demandons de revenir au code de déontologie de 1986. Nous demandons l'interdiction de certaines pratiques, comme le plaquage ventral ou les clés d'étranglement, qui ont valu notamment à M. Castaner de devoir partir de son ministère. Donc, nous avons des propositions pour la police. Mais est-ce que ça veut dire qu'en l'état, vous n'avez pas confiance dans la police, si elle n'est pas refondée selon vos critères ? Écoutez, je ne vais pas faire une généralité comme ça. Ce que je vais vous dire, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec l'instrumentalisation de la police. Vous aviez des gardiens de la paix qui étaient là pour l'intérêt général. Aujourd'hui, vous avez des gens qu'on utilise comme les gardiens d'un ordre établi qui est de plus en plus injuste. Et du coup, vous avez un pouvoir qui ne tient que sur le fil de la police. Et c'est pourquoi vous vous retrouvez avec un pouvoir qui aujourd'hui a peur de la police. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas dit un mot sur la cagnotte de la honte pour la famille du policier qui a tué Naël ? Pourquoi est-ce que vous avez un pouvoir qui n'a pas dit un mot, là aussi, sur le communiqué de syndicats factieux, et je pèse mes mots, Alliance et UNSA Police, qui disent qu'ils sont en guerre contre une partie de la population qu'ils appellent les nuisibles. Pourquoi ? Eh bien parce que ce gouvernement ne contrôle plus la police. Alors justement, en parlant de police, hier, Pauline. Oui, revenons à la manifestation d'hier. Il y a une scène qui a fait le tour des médias. C'était la vidéo de l'interpellation de Youssouf Traoré, dans la foulée de laquelle des journalistes ont été bousculés. C'est à ce moment-là la Bravem qui était en action. Là, vous nous dites, le gouvernement ne contrôle plus la police, mais cette semaine, vous avez également dit, je vous cite, nous avons un problème aujourd'hui avec la police telle qu'elle est instrumentalisée par le pouvoir. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que vous estimez qu'il y a une utilisation politique de la police dans notre pays aujourd'hui ? Bien sûr.
Bien sûr, lorsque vous avez... avez... une accusation extrêmement lourde, ça veut dire une accusation d'une police... Oui, politique. mais vous savez, nous ne mettons pas en cause les policiers individuellement, même si lorsqu'un policier est coupable de délit ou de crime, il doit être sévèrement puni. Quand vous dites la police tue, c'est une façon de mettre en cause tous les policiers. Oui, comme quand on dit l'EHPAD maltraite, ça ne veut pas dire que tout le monde maltraite à l'EHPAD. Tout comme quand on dit l'école reproduit les inégalités sociales, ça ne veut pas dire que tous les professeurs... Là, on met en cause une institution et notamment les ordres. On parle d'une accusation de tuer, c'est pas la même chose le 27 juin, la police a tué. Elle a tué Naël. Et c'est inacceptable. Un policier. Oui, et c'est inacceptable. Mais bien sûr, policier. Oui, mais je le dis parce qu'on a une petite tendance dans le débat politique et public à complètement oublier qu'un jeune homme de 17 ans est mort. D'accord? Un jeune homme de 17 ans est mort. Je crois que personne ne l'oublie. Si, quel acte politique a été posé depuis? Rien. Il n'y a pas un seul acte politique qui a été posé depuis. Nous en avons proposé plusieurs, notamment l'abrogation de la loi 2017 de Cazeneuve. Est-ce que ça a été fait? Absolument pas. Alors que ça a multiplié par 5 le nombre de tirs mortels sur les voitures en mouvement. Nous avons eu 13 morts pour refus d'obtempérer l'année dernière. C'est scandaleux et on ne doit pas s'habituer à ça. Voilà, monsieur Duhamel. Alors, je reviens à la question de l'instrumentalisation. Est-ce que vous estimez que là, la police française est au service d'un pouvoir politique? Je dis que les ordres qui sont donnés à la police française les mettent au service d'un pouvoir politique et que c'est ça qui est problématique et qui justement crée de la défiance. Je m'explique. Le fait de ne pas pouvoir discuter de la police de manière démocratique. C'est interdit de parler de la police, sinon vous êtes anti-flic, sinon vous détestez les policiers, ce qui n'est pas du tout notre cas. Des débats publics sur deuxième la police, chose, le rapport regardez ce qui s'est passé depuis les Gilets jaunes. Depuis les Gilets jaunes, vous avez une répression extrêmement violente. Les soignants ont voulu manifester et dire leur colère, répression. Les Gilets jaunes ont voulu dire leur colère, répression, et que tout le monde se taise. Pareil pour les manifestations retraites, pareil pour tout ça. Donc ça veut dire que la seule réponse qui est apportée à l'ensemble des revendications et des colères qui existent dans notre peuple, c'est une réponse policière. Et nous redisons qu'il faut être raisonnable et qu'il faut apporter une réponse politique et non policière. Et c'est pourquoi je dénonce l'instrumentalisation de la police et même parfois de la justice, comme le dit le syndicat de la magistrature, par un pouvoir en place. S'il vous plaît, excusez-moi. Vous dites à l'instant il faut être raisonnable. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé sur Twitter l'interdiction de la manifestation hier, d'interdiction en répression, je le cite, de Pétain à valeur actuelle. Le chef de l'arc républicain entraîne la France dans un régime déjà vu, 3 petits points, danger, danger. Ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi le régime déjà vu auquel il fait allusion? Eh bien, ce qu'est en train de pointer Jean-Luc Mélenchon est quelque chose que nous pointons depuis plusieurs mois, même plusieurs années, depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, et sur lequel nous alertons encore plus fortement dans les dernières semaines qui viennent de se passer. Nous avons un glissement autoritaire de la part de la Macronie qui est extrêmement inquiétant. Mais vers quel régime? Pour poser les mots, pour dire les choses clairement. Vers un régime qui est aux marges de la démocratie. Mais déjà vu, c'est quoi? Nous ne dirons pas dictature parce que nous savons ce qu'est la dictature. C'est quoi le régime déjà vu? Pardonnez-moi, Madame Panot, mais pour que les choses soient claires. Un régime déjà vu, quel régime déjà vu? Eh bien, des régimes qui ne respectent plus les libertés publiques. Excusez-moi. Attendez, Madame Panot, dites les choses. Quand vous dites dans un même tweet de Pétain à valeur actuelle un régime déjà vu, donc c'est quoi? C'est pas moi déjà, c'est Monsieur Mélenchon, mais vous avez tout à fait raison, allez-y. Vous êtes sa représentante aujourd'hui. Allez-y. C'est quoi? C'est le régime de Vichy? Redites-moi. D'interdiction en répression de Pétain à valeur actuelle, le chef de l'arc républicain entraîne la France dans un régime déjà vu. Donc c'est quoi? C'est une comparaison avec le régime de Vichy? Par exemple, quand vous avez un pouvoir qui remet en cause les subventions de la LDH, alors que dans notre histoire, le seul moment où la Ligue des droits de l'homme a été remise en cause, c'est sous Pétain, pardon. Donc vous considérez qu'aujourd'hui, le régime dans lequel on est, la 5e République, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire, Monsieur Duhamel. Ressemble à Vichy. Non. C'est pas moi, c'est Jean-Luc Mélenchon. Non, mais ne faites pas non plus dire à Monsieur Mélenchon ce que vous voulez. Jean-Luc Mélenchon est en train d'alerter. C'est l'objet de cette question. Eh bien, justement, je suis en train de vous dire, regardez, nous sommes dans un pays, normalement une grande démocratie, dans lequel vous ne pouvez plus manifester, référence à hier, ou quand vous manifestez, même à 3,5 millions de personnes, personne ne vous écoute. Ensuite, où on vous explique que voter ne sert plus à rien, puisque vous avez des représentants du peuple qui veulent notamment voter contre la réforme des retraites, et qui en sont empêchés avec une initiative parlementaire qui est bafouée, avec un droit d'amendement qui lui aussi est remis en cause. Et donc, vous n'avez plus d'issue démocratique. Il y a des contestations politiques et vous êtes ici sur ce plateau pour les exprimer. Simplement, quand Jean-Luc Mélenchon, leader de l'opposition, semble faire un parallèle entre le régime actuel et un régime déjà vu, donc vraisemblablement le régime de Vichy, est-ce que c'est raisonnable? Oui, c'est raisonnable d'alerter sur la question des libertés publiques.
Oui, c'est raisonnable. Et d'utiliser ce référentiel-là. Et quand vous voyez que nous avons été... il y a des alertes à la fois de la question de l'ONU, du Conseil de l'Europe, de toutes les instances internationales sur ce qu'est en train de faire la France, vous devriez vous poser des questions. Vous savez ce que m'a dit le rapporteur spécial aux libertés? Que juste avant de venir en France, il était au Zimbabwe, d'accord? Il va voir le ministre du Zimbabwe, puisque les ministres au Zimbabwe acceptent de recevoir le rapporteur spécial aux libertés, ce qui n'est pas le cas en France. Il lui fait un certain nombre de recommandations et d'observations sur ce qu'il a à dire au gouvernement du Zimbabwe. Que lui répond le ministre? Qu'avez-vous dit sur la France? Commencez par la France, on verra après parce qu'on fait mieux qu'eux. Ce qui veut dire que la dérive autoritaire qui a lieu dans notre pays, pourquoi est-elle inquiétante? Il y a plus de démocratie au Zimbabwe qu'en France? Mais arrêtez de tout caricaturer. Je vous explique ce que le rapporteur spécial aux libertés vient de dire. Laissez-moi terminer. Donc, ce que je vous explique, c'est que quand il y a une dérive autoritaire en France, ensuite, vous avez des dizaines et des dizaines de pays qui, dans le monde, se permettent eux aussi de réprimer le peuple en prenant référence sur la France. Quand vous voyez que Hong Kong avait fait la même loi anti-masque que ce que nous avons fait, c'est un problème. Quand on voit un sénateur au Chili qui dit « je réprime le peuple comme c'est fait en France », eh bien, c'est un problème, je le dis. Donc oui, nous avons des raisons d'être inquiets. Et quand vous voyez comment les journalistes ont été traités hier, j'espère que vous aussi, vous êtes inquiets de comment sont traités les contre-pouvoirs dans ce pays. On en a parlé hier, nous avions les journalistes en question sur ce plateau. Eh bien, vous avez bien raison. Pauline. Ce matin, dans le Parisien, Elisabeth Borne, elle annonce, ce sont ses termes, un déploiement de moyens massifs pour protéger les Français en vue des 13 et 14 juillet. Est-ce que vous, personnellement, vous craignez que ces deux soirées dégénèrent? Je ne sais pas. Ce que nous disons, c'est qu'aucun acte politique n'a été posé depuis la mort de Naël. Et donc que les raisons de la colère... il n'y a pas eu de réponse aux raisons de la colère. Elisabeth Borne le redit ce matin, qu'il faut prendre le temps d'analyser, de poser un diagnostic sur ce qui s'est passé de Paris. Non, il ne faut pas prendre le temps de poser un diagnostic. Nous avons 13 morts pour refus d'obtempérer en 2022. Nous avions proposé, nous, groupe parlementaire de la France Insoumise NUPES, une commission d'enquête en janvier 2023 sur les morts pour refus d'obtempérer pour lancer l'alerte sur cette question, alerte qui malheureusement n'a pas été entendue. Vous avez un président de la République qui n'a ni été voir, ni appelé la mère de Naël. Vous avez des macronistes qui ont été absents d'une marche d'hommage pour un jeune homme de 17 ans qui est mort dans notre pays. Pire. Il y a eu des mots très forts aussi pour dire, le président de la République a notamment dit que c'était inexcusable, c'est un mot qui... Oui, pendant les premières 24 heures, et ensuite ils ont eu peur de la police et ils n'ont plus rien fait. Est-ce que vous comprenez, ils n'ont plus rien fait. Il faut poser des actes politiques. Mais est-ce que vous comprenez qu'en attendant peut-être les actes, certains élus locaux annulent le feu d'artifice parce qu'ils ont peur en fait? Ils ont simplement peur que la situation leur échappe et que ce soit compliqué. Et si vous mettez à leur place, est-ce que vous comprenez? Écoutez, moi, je comprends juste qu'on a un gouvernement qui, encore une fois, ne fait pas en sorte qu'on puisse avoir un apaisement dans notre pays. Un apaisement, ça passe par des réponses politiques. Vraiment, je vous adjure de comprendre ça. On ne peut pas, à chaque fois qu'il y a un mort dans notre pays, notamment sur des questions de violence policière, vous ne pouvez pas avoir ensuite des révoltes dans les quartiers et puis après on passe à autre chose uniquement avec des choses sécuritaires. Ce n'est pas possible. Donc il faut des réponses politiques. On revient en direct dans un instant pour la suite de cette émission. Mathilde Panot est l'invitée de BFM Politique ce dimanche. A tout de suite. Mathilde Panot est l'invitée de BFM Politique ce dimanche. Madame Panot, nous allons afficher 3 photos. C'est une tradition dans cette émission. Il y a une question liée à l'actualité derrière chacune d'entre elles. Elles vont s'afficher derrière moi. Vous allez voir, et je me retourne des bacheliers, Kylian Mbappé, la une du journal du dimanche. Quelle première photo choisissez-vous? Allez, les bacheliers. Légère baisse du taux de réussite au bac cette année, 90,9. Vous avez eu quelle note, vous, au bac? C'est une très bonne question, ça commence à faire longtemps. Pas si longtemps. Je sais plus, j'avais une mention très bien, mais alors après, je ne me rappelle plus. Une mention très bien. Et dans quelle filière? En S, en scientifique. Et ça vous inquiète qu'il y ait plus de 90% de taux de réussite ou est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non, c'est une bonne nouvelle. C'était y compris une manière de... Enfin, je pense que c'est une bonne nouvelle dans une société quand le niveau d'éducation générale monte. Après, je suis plutôt inquiète de la manière dont à la fois on fait un tri social sur la question des orientations avec Parcoursup que je redis, nous voulons abroger. Et je suis inquiète surtout de voir, et c'est effrayant de voir que ça touche maintenant tous les départements. Ça a commencé par les départements les plus pauvres, mais maintenant ça les touche tous. De voir des enfants qui ratent
des centaines d'heures de cours parce que les professeurs sont non remplacés, d'autant que vous voyez que sur les concours, nous avons maintenant moins de gens qui veulent devenir professeurs que de places qu'il faudrait. Donc nous sommes sur un effondrement de l'école publique qui m'inquiète énormément et qui, je crois, est un désastre pour l'avenir si nous continuons dans le même sens. Il reste 2 photos, Madame Panot, Kylian Mbappé ou le JDD. Comme vous voulez aller, le JDD, dites-moi. Il n'y a toujours pas de JDD ce matin, le journal du dimanche. La rédaction est en grève depuis 3 semaines. Elle proteste contre la nomination à sa tête de Geoffroy Lejeune, ancien de Valeurs Actuelles. Elle en appelle d'ailleurs au président de la République. Comment, selon vous, on sort de cette crise? Comment est-ce que la rédaction du JDD peut sortir de cette crise et du coup, ses lecteurs retrouver leur journal? Alors, première des choses, je pense que c'est important que des journalistes se lèvent contre la mainmise de l'extrême droitisation sur un nouveau journal. Donc ça, je pense que c'est important qu'il y ait une résistance sur cette question-là. Ensuite, nous avons proposé plusieurs fois, et y compris dans notre niche parlementaire, d'avoir une déconcentration des médias, puisque vous savez que 90% des médias sont dans la main de 9 milliardaires. Et je crois que plus que jamais, il faut se pencher sur cette question pour qu'on arrête d'avoir cette ultra-concentration des médias et ce qui en coûte en derrière aussi aux journalistes. C'est aussi pour libérer les journalistes que nous comptons mettre en place cette loi lorsque nous serons au pouvoir. Madame Panot, je voudrais que nous revenions sur les conséquences des violences qui ont touché le pays ces derniers jours. La droite a remis sur le tapis la piste des sanctions contre les parents mineurs auteurs de violences. La Première ministre explique ce matin dans les pages du Parisien que les familles, je la cite, doivent mesurer les conséquences des actes commis par leurs enfants. Si le cadre légal existant n'est pas suffisant, explique-t-elle, alors, le cas échéant, on fera évoluer la loi. La piste, c'est l'amende dès la première infraction. Comment vous réagissez à ça ? Bon, c'est la réponse globale qui est apportée à la colère de ces derniers jours. Vous avez d'un côté des jeunes gens qui sont accusés d'avoir volé une canette de Red Bull et qui prennent 10 mois avec sursis, donc 10 mois de prison avec sursis, donc des réponses qui sont extrêmement fermes du côté judiciaire, et puis un appel de nouveau à réprimer encore plus. Je ne crois pas que ça soit la solution. En l'occurrence, je parle de mémoire, mais c'est un jeune homme qui était... sur la canette de Red Bull. Qui est accusé aussi d'avoir essayé de mettre le feu à la porte d'un commissariat en jetant des cocktails Molotov. Non, enfin, on verra, on regardera, mais je vous assure que vous avez un nombre de gens qui sont accusés d'avoir volé un pantalon, qui prennent de la prison avec sursis. La justice a été trop sévère, vous considérez, dans les comparutions immédiates Je pense que ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, mais le fait qu'on ait eu des tonnes de jeunes en comparution immédiate comme ça, avec des peines extrêmement sévères, est un problème parce que, là encore, ça ne réglera pas la situation. Pardon, je suis complètement opposée... Je parle de prison ferme, la peine à laquelle le cas auquel donc avec sursis, donc ce n'est pas celui avec la canette de Red Bull. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on augmente la répression sur les mineurs. Ce n'est pas comme ça que nous allons y arriver. Notamment parce que beaucoup d'associations pointent à juste titre, ainsi que des maires, le fait qu'on ait fermé année après année les clubs de prévention, les services publics, qu'on ait baissé les subventions aux associations qui ont un effet désastreux. De même que je voudrais dire une deuxième chose. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on pointe les parents sur cette question. Il est extrêmement difficile, et tout le monde sait ça, pour qui a un adolescent de nos jours, il est très difficile d'éduquer un adolescent. Donc chacun fait comme il peut, au mieux. Et je voudrais dire une troisième chose qui est très importante. Le flyer que Dupond-Moretti fait avec beaucoup de mépris, qu'il appelle dans un langage simple pour les parents, il ferait bien d'aller le remettre à Madame Borne directement. Pourquoi ? Parce que l'État, je le rappelle, a l'autorité parentale sur 400 000 enfants dans ce pays qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Et l'État est-il un bon parent ? Absolument catastrophique. L'État a été condamné sur notamment une enfant qui avait été victime de viol et d'agression sexuelle parce qu'il n'avait pas, et la justice le dit, pas fait assez attention aux conditions dans lesquelles cet enfant était placé, première des choses. Deuxième chose, un SDF sur 4, une personne sans abri sur 4 dans notre pays est un ancien enfant placé. Donc, l'État ferait bien de commencer par regarder sa propre autorité parentale sur les enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance avant de faire des leçons à tout le monde. Pour revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours, on a vu des enfants mineurs dans la rue en pleine nuit. Est-ce que ce que vous dites, c'est que c'est uniquement la responsabilité de l'État, ou est-ce qu'il n'y a quand même pas, dans ces cas-là, une responsabilité parentale, une responsabilité des familles ? Vous savez, attendez, je vais vous lire un sociologue, parce que vous savez, Valls nous a déjà fait la chose de expliquer, c'est excuser, donc ça veut dire qu'après, il n'y a plus aucune science qui vaut. Hein. Vous ne pouvez plus faire de sociologie, vous ne pouvez plus faire de psychologie, vous ne pouvez plus rien faire. Le gouvernement, là, je vous lis ce qu'un sociologue dit. Je vous lis ce qu'un sociologue dit. Fabien Truong, vous regarderez si vous le souhaitez, qui dit « Des garçons du même âge que Naël
Vous avez vu, c'est 17 ans, hein, l'âge moyen. C'est l'âge des moyen garçons du même âge que Naël qui réagissent de manière intime et violente pour une raison simple. Cette mort aurait pu être la leur. Nous devons écouter ce que disent les sociologues. Et quand vous parlez avec des mamans dans les quartiers populaires, elles vous disent que parfois, elles essayent de se mettre devant la porte pour empêcher leur enfant de sortir. Les enfants de 12 ans, c'est ça qui a marqué en fait. Oui, elles se mettent devant la porte. 17 ans, c'est quasiment un majeur. 12 ans, c'est un enfant, c'est même pas un adolescent. Eh bien justement, on doit se poser des questions sur est-ce qu'on y arrivera par la répression? Certainement pas. Je ne suis pas d'accord pour qu'on réprime des enfants de 12, 13 ou 14 ans. On vous entend, mais pour rebondir sur cette phrase du sociologue que vous venez de citer, quand on va piller des magasins de vêtements de luxe, de parfumerie, est-ce qu'on est dans une réponse à ce qui s'est passé à la mort du jeune Naël? Est-ce qu'on peut faire vraiment un lien entre ce qui s'est passé et des jeunes garçons, des jeunes filles qui vont simplement piller des magasins? Il y a un lien? Mais vous avez vu que dans certaines des enquêtes qui ont été menées sur des pillages de magasins, ce ne sont pas du tout des jeunes de quartiers populaires qui ont été pillés. Vous l'avez vu ça? Bien sûr, mais là, je ne faisais pas de distinction. Non, oui, mais je le dis quand même parce que quand on fait un flyer avec des mots simples, à qui s'adresse le ministre? Non mais attendez, c'est pas ma question. Est-ce que quand on va piller un magasin, on répond, on agit en réagissant à la mort du jeune Naël? Parlant de sociologues, les sociologues disent que ce qui est en train de se passer dans notre pays et qui devrait nous interroger bien au-delà des petits mots, des petites phrases, des petits événements, ce qui est en train de se passer dans ce pays, et c'est ce que disait un sociologue, ce n'est pas la France Insoumise qui le dit, attention, hein, je mets des grosses guillemets là-dessus, mais il disait ce qui est en train de brûler dans notre pays, c'est les promesses non tenues, les promesses sur l'égalité, les promesses du consumérisme, les promesses parce que vous remarquerez que souvent ce qui a été pillé, c'est soit des magasins alimentaires, soit des magasins de choses que les jeunes ne peuvent plus s'acheter de nos jours. Donc c'est ce qui explique les pillages. Mais je n'explique pas. Je viens de vous dire, Valls disait que quand on explique, on excuse. Je ne suis pas en train de faire ça. Oui, non mais excusez-moi, mais vous essayez de me mettre des mots dans la bouche. Donc par ailleurs, Madame Panot, la question, c'est pas l'origine de ces enfants, hein, c'est pas l'endroit d'où ils viennent, c'est leur âge. Ça me fait plaisir que vous le disiez. Non, mais c'est leur âge, c'est ça la question que vous pose Pauline également. Un enfant de 17 ans quasi majeur, ce n'est pas la même chose qu'un enfant de 12 ans. Il y a beaucoup de gens qui se disent comment des enfants de 12 ans peuvent être dehors à 1h du matin et se retrouver livrés à eux-mêmes dans ce type de circonstances. Sans compter que c'est un phénomène qui a été très relevé là dans ces 5 nuits d'émeutes. Ce qui a frappé beaucoup d'acteurs sur le terrain, c'est justement l'extrême jeunesse d'adolescents ou même préadolescents finalement. Et ça, c'est quelque chose qui était un phénomène nouveau, notamment par rapport à 2005. Oui, tout à fait. Et il y a 3 jours, j'étais dans une classe de CM2 où vous avez un enfant de 8 ans qui... Alors, tous les enfants parlaient de la mort de Naël, donc je leur demande ce qu'ils ressentent, comment ils se sentent, etc. Bon, je discute avec une classe, quoi. Et un enfant de 8 ans me dit « Moi, je ne passerai jamais mon permis de conduire parce que j'utiliserai toujours ma carte Navigo et le métro parce que sinon, on va me tuer comme Naël, parce que j'ai l'air comme Naël. » Les questions qui se posent et la colère qui se pose chez, effectivement, de très jeunes enfants doit nous permettre de penser la situation et le monde qu'on est en train de donner à ces enfants. Et la question, c'est, s'il n'y a pas de réponse à la colère, nous avons un problème. Donc, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on remette ça sur la question des parents. Il faut remettre tout à plat sur les politiques publiques, sur la question des quartiers populaires, sur la question de l'éducation et de l'école, sur la question des politiques de santé. C'est un abandon généralisé. Et donc, la colère explose. Et je vais vous dire une deuxième chose. On ne peut pas faire comme si ces émeutes et ces révoltes n'arrivait pas après plus de 5 mois de manifestations de tous les moyens démocratiques, par l'intersyndicale, par les associations, par des manifestations avec plusieurs millions de personnes, par le Parlement qui voulait voter la réforme des retraites. Parce que quel est le signal qui est envoyé à ce moment-là? Il n'existe plus d'issue démocratique. Et quand vous voyez que les Gilets jaunes ont obtenu 10 milliards, lorsque des choses ont été cassées, quel est le signal que le pouvoir veut envoyer? Est-ce qu'il faut tout casser pour pouvoir être entendu dans ce pays? Je n'espère que ce n'est pas ça. Et je fais de nouveau un appel à la raison sur la question de la démocratie. Il faut revenir vers des choses démocratiques. Allez-y. Un tout dernier mot au sujet de cette affaire. Gérald Darmanin a saisi le procureur de la République suite à un article d'Oise Hebdo, dans lequel, en fait, des informations sur le policier qui est mis en cause dans la mort de Naël ont été divulguées. Ils ont publié son nom, son visage, son village, enfin bon, bref, plein d'informations. Est-ce que vous soutenez cette démarche ? Non, je ne la soutiens pas particulièrement, plus particulièrement pour la question de la famille. Après, la justice jugera elle-même. La démarche de Gérald Darmanin. Non plus. Vous savez, M. Darmanin, je ne partage pas grand-chose avec lui.
lorsque vous avez quelqu'un qui, M. Darmanin, est capable de saisir le procureur sur le journal, mais qui est incapable de saisir le procureur lorsque des policiers factieux en appellent à aller en guerre contre des nuisibles, c'est-à-dire une partie de la population, qui ne dit rien sur la cagnotte, qui ne dit rien sur des propos racistes absolument incroyables, je vais vous dire... Si l'arc républicain de Madame Borne jusqu'à Madame Le Pen, en passant par Zemmour ou Monsieur Darmanin, si c'est ça leur arc républicain, je leur dis, la République n'est pas leur arc républicain. La République, c'est un régime de liberté. C'est d'abord une République sociale et je suis fière de ne pas appartenir à leur arc républicain. Juste là, en l'espèce, c'est une publication qui était susceptible de mettre en danger le policier et sa famille. C'est la question que vous pose Jean-Baptiste. L'idée, oui, j'ai répondu. Et donc, cette publication-là, ça vous choquait pas? J'ai répondu que je ne soutenais pas. J'ai dit, oui. La justice fera son travail. Mais l'idée de saisir le procureur, ce qu'a fait Gérald Darmanin, c'est... Mais vous voulez que je dise quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, moi, je vous pose voulez faire la réponse à ma place? Allez-y, je vous en prie, monsieur Duhamel. Je vous pose des questions. Voilà. Allez, je voudrais revenir à une partie de l'interview ce matin de la Première ministre, Madame Panot, interrogée notamment par Pauline, sur la question du remaniement, puisque tout le monde, en tout cas tout le monde, enfin beaucoup, s'interroge sur ce qui va se produire ces prochaines heures, ces prochains jours. Est-ce qu'elle doit partir, Madame Borne, selon vous ? Écoutez, Madame Borne, ça fait 1 an qu'elle gouverne sans confiance. Elle n'a d'abord pas demandé la confiance, pas de vote de confiance au Parlement. Ensuite, elle a utilisé 10 49.3 et un 11e, qui est le 100e de la Ve République, pour faire passer de force les retraites. Donc... voilà, on a une première ministre qui, d'ailleurs, on voit bien dans l'interview, ne sait plus très où elle va, ne sait plus quel cap poser. Donc, bon, oui, on aimerait qu'elle parte. Elle n'a pas de vote de confiance. Elle n'est plus crédible. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un simple problème de personne dont on est en train de parler. Et ce n'est pas une erreur de casting dont on est en train de parler. Le problème qui est posé, c'est la question de la politique qui est menée, de un, et surtout des formes démocratiques de notre pays, du respect de l'état de droit. Et quand vous avez un pouvoir qui est aussi autoritaire, aussi présidentialiste, alors oui, nous pensons que plus que jamais, il est temps de faire la constituante et d'aller vers la 6e République. Et c'est ce que nous demandons. Donc je ne crois pas que le remaniement permettra de régler ça. Et d'autant plus que, je le dis, la Première ministre n'a pas eu un mot sur la faim qui est en train de disloquer le pays, sur les 1 Français sur 6 qui se prive d'un repas par jour, sur l'explosion de la pauvreté. 6 bénéficiaires sur 10 des minima sociaux sont sous le seuil de pauvreté dans la 7e puissance au monde, de même que sur la question de la sécheresse, qui est pourtant le grand drame qui arrive devant nous cet été, après une sécheresse hivernale. S'il y avait un changement de Premier ministre, certains évoquent ou souhaitent la nomination de Gérald Darmanin à Matignon. Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Monsieur Darmanin, qui est celui qui pense que Madame Le Pen... que Madame Le Pen est trop molle et qu'il aurait pu signer son livre, qui donc aspire peut-être à être un ministre du Rassemblement national, pourrait être un ministre du Rassemblement national et de la Macronie, en quelque sorte le ministre de la Vous dites Gérald Darmanin et le Rassemblement national, c'est la même chose? C'est blanc bonnet, bonnet blanc? Non, je dis qu'ils utilisent... le Rassemblement national pour faire en sorte, puisqu'ils pensent que ils peuvent gagner seulement contre le Rassemblement national, donc que le Rassemblement national joue aujourd'hui leur rôle d'assurance vie. Une question sur un autre membre du gouvernement, Benjamin. Absolument, Mathilde Panot, le rapport sénatorial sur le fonds Marianne est accablant pour la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Ce rapport dénonce, je cite, la dérive d'un coup politique, parle également d'un fiasco. Vous le redites ce matin, Marlène Schiappa doit quitter le gouvernement? Alors bien sûr, déjà j'aimerais dire que j'aurais aimé que nous aussi, à l'Assemblée nationale, que nous puissions avoir une commission d'enquête parlementaire, et que c'est Yaël Braun-Pivet qui, après avoir enterré la commission d'enquête sur Benalla, nous a refusé d'avoir une commission d'enquête sur le scandale du fonds Marianne. Donc c'est important que les sénateurs aient pu faire cette commission d'enquête. Effectivement, c'est accablant. Certains parlent de mensonges de Mme Schiappa, montrent qu'elle était impliquée puisqu'elle a refusé la candidature de SOS Racisme, qu'elle s'est impliquée dans d'autres, et qu'à la fin, on a de l'argent public qui a été distribué suite à un drame épouvantable qui a secoué l'ensemble du pays et qui en fait a été instrumentalisé par le pouvoir. Donc évidemment, elle doit démissionner. Je pense qu'ils attendent peut-être un remaniement pour la faire sortir par la petite porte, mais je le dis, Madame Schiappa doit prendre sa dignité avec elle et démissionner immédiatement parce qu'elle a instrumentalisé un assassinat odieux dans ce pays. Il y a un rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, Madame Panot, qui ouvre la voie au retour de l'utilisation du glyphosate. En fait, cette autorité dit
qu'elle n'a pas identifié de domaine de préoccupation critique pour les humains, pour la nature, pour l'environnement, mais elle révèle un risque élevé à long terme chez les mammifères. Emmanuel Macron avait initialement promis de supprimer, d'interdire le glyphosate. Il est revenu... Maximum début 2021. Voilà, il a reconnu lui-même n'avoir pas pu respecter cet engagement. Est-ce que vous comptez faire quelque chose sur ce sujet ? Alors, effectivement, vous pointez quelque chose qui est important parce que, en fait, la décision, en tout cas le rendu de cette agence européenne sur la sécurité alimentaire va ensuite servir de base, notamment pour la décision qui va être prise en fin d'année, de savoir si on continue avec le glyphosate ou non. Je rappelle que les associations qui ont fait des tests sur les urines du glyphosate ont montré que 100% des Français et des Françaises étaient empoisonnés au glyphosate, et en premier lieu, évidemment, les agriculteurs. Je pense notamment à Paul François, à qui j'apporte tout mon soutien, qui, après avoir réussi à faire condamner Monsanto pour le glyphosate, a ensuite été sauvagement agressé chez lui, je ne sais pas si vous vous en rappelez, avec un liquide qu'on lui aurait fait absorber, dont il ne sait toujours pas ce que c'est. Donc ces gens ont des méthodes violentes. Il se trouve que nous avons tous oublié aussi dans ce pays, mais qu'il y a eu, il y a peu, un scandale qui s'appelait celui des Monsanto Papers. Monsanto Papers, c'est le fait que Monsanto ait payé des scientifiques pour dire qu'il n'y avait pas de problème avec le glyphosate. Donc en fait, ce que je reproche à l'agence ici, c'est de ne pas avoir tenu compte de l'avis du CIRC, du Centre international de recherche sur le cancer, qui dit que le glyphosate est probablement cancérogène. Ensuite, de ne pas avoir tenu compte des études de l'INSERM, de l'INRA, qui montrent eux aussi qu'il y a un problème avec le glyphosate. Vous comptez faire quelque chose concrètement au Parlement ? Oui, on va continuer. Vous savez, nous, on a proposé plusieurs fois des propositions de loi d'interdiction du glyphosate. Vous allez redéposer une proposition ? Oui, vous inquiétez pas. Là, je ne saurais pas vous dire quand est-ce qu'on dépose ça et sous quelle forme, parce qu'il faut trouver les voies. Mais oui, nous allons continuer à nous battre sur ce sujet, qui est une question très importante, parce que je voudrais dire une dernière chose sur ce sujet. Il y a une chose qui doit prévaloir, c'est le principe de précaution. Lorsqu'il y a un doute sur quelque chose, alors il ne faut ni empoisonner les êtres humains, ni empoisonner la nature. Et je vous invite à lire les travaux de la sociologue de la santé Annie Thébaumoni, qui disait « Il faut arrêter de donner des permis de tuer aux entreprises dans ce pays, et il faut donc stopper Monsanto qui nous empoisonne toutes et tous. » Autre question sur l'environnement. Oui, absolument, puisqu'Elisabeth Borne, ce matin dans nos colonnes, elle renouvelle un objectif, c'est 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. 2030, c'est dans 7 ans. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est possible selon vous ? Alors, pas du tout. D'abord parce que nous ne croyons pas à ce pouvoir sur les politiques de bifurcation écologique et solidaire qui sont nécessaires dans ce pays. Je rappelle que l'État a été condamné 2 fois pour inaction climatique et qu'il y a quelques jours, elle annonce aussi fait historique, 5 milliards d'euros de plus par an pour la transition. Oui. C'est rien. Fait historique, l'État a été condamné pour effondrement du vivant. C'est-à-dire qu'il y avait la question climatique. Maintenant, l'État est condamné aussi sur l'inaction, sur l'effondrement de la biodiversité qui, et je le rappelle, est le seul écosystème compatible avec la vie humaine. Donc les 5 milliards, en continuant avec un modèle qui est déjà fait, qui nous mène toutes et tous vers la destruction et qui continue un monde pour les plus riches. Vous avez vu que les 500 plus grandes fortunes de France ont multiplié par 2 leur fortune sous Emmanuel Macron. Ça vous montre bien quel monde ils sont en train de construire. Donc vous n'y croyez pas à cet objectif? Non, nous n'y croyons pas et nous proposons au contraire d'avoir une réelle planification écologique qui nous permette... Elisabeth Borne dit la même chose, parce qu'elle dit on vous propose une réelle planification écologique. Oui, c'est pas du tout avec les mêmes... avec les mêmes solutions. Eh ben non, pas avec les mêmes solutions. Nous, on propose de développer le fret ferroviaire, d'aller vers une agriculture paysanne et écologique qui remettrait notamment 300 à 400 000 paysans au travail et de faire une rupture avec le modèle de production et de consommation qui détruit cet écosystème compatible avec la vie humaine. En vue des sénatoriales de septembre prochain, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français ont trouvé un accord, sans la France insoumise donc. C'est la fin de la NUPES ? Alors, je ne l'espère pas, mais effectivement, c'est une décision assez incompréhensible que d'avoir, et c'est ce qu'on a d'ailleurs exprimé, nous, le mouvement de la France Insoumise, c'est une décision assez incompréhensible d'avoir exclu la France Insoumise des négociations, sachant que nous n'étions pas très gourmands, puisque nous demandions s'il était possible d'avoir une position éligible. Exactement. En sachant que l'argument de vos alliés, c'est de dire les sénatoriales, c'est des élections indirectes, il faut des élus locaux. Or, la France Insoumise n'a quasiment pas d'élus locaux et donc pas de raison de leur donner une place. Je résume à peu près leurs arguments. J'espère que vous allez dire qu'il y a des moments où ce n'est pas la France Insoumise qui est hégémonique. Je le rappelle, nous avons demandé une place de sénateur et sur les élections européennes sur lesquelles nous continuons de vouloir convaincre pour le fait qu'il y ait une liste unique, tout simplement pour que le soir des européennes, on dise que la NUPES est la première force politique du pays, ce qui est possible lorsqu'on regarde les sondages, et non pas le Rassemblement national. Eh bien, nous avons proposé la tête de liste
aux écologistes, juste, que vous avez remarqué. Parce que, en fait, la question qu'on pose sur la fin de la NUPES, c'est que, pour rebondir aussi sur ce qu'on disait au début de l'émission, quand on entend les critiques d'Olivier Faure qui pointait du doigt les désaccords entre vous, de Fabien Roussel qui a encore eu sur RMC des mots très durs sur la question des valeurs de la République, est-ce que ça a encore un sens, et qu'on voit là cet accord au sénatorial qui vous exclut, est-ce que ça a encore un sens de parler de NUPES? Alors déjà, je distinguerai Monsieur Roussel de tous les autres qui est un personnage politique qui ne se fait entendre que pour critiquer Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, ou voire même la NUPES. Donc je ne commenterai pas ce qu'il dit sur nous. Ensuite, deuxième chose, j'adjure tout le monde de comprendre que le moment politique est grave et que donc ce n'est pas le moment de se compter. Et donc ce que nous disons, c'est oui, avec le vote que nous venons de faire pour les Insoumis, nous les Insoumis, nous sommes favorables à l'approfondissement de la NUPES, à faire en sorte qu'on puisse continuer à être une force qui puisse battre les macronistes et le RN, parce que l'enjeu est là et que je répète juste pour notamment celles et ceux qui, ces derniers jours, ont dit des choses et d'autres, ce que disait le président François Mitterrand, qui peut-être allumera des choses pour certains. Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort. Voilà, c'est dit, et je pense que c'est bien de s'en rappeler. Merci beaucoup, Madame Panot, d'avoir été notre invitée ce dimanche. Merci beaucoup, très chère Pauline.